Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Rodolphe Mouix, je suis enseignant de technologie en collège. Je voulais remercier l'UPSTI de nous accueillir aujourd'hui. Donc, je suis président de la CETEC, une association nationale pour l'enseignement de la technologie en collège. On travaille avec l'UPSTI depuis plus de 15 ans. Un des membres, enfin Hervé Rioux, déjà à l'époque, a fait partie des réunions de bureau de notre association. Sébastien Gergadier est déjà venu aussi à nos réunions de bureau. On a un fonctionnement qui... comment vous expliquer rapidement ça, on est tous, bon, évidemment comme à l'UPSTI, bénévoles, et on essaye sur notre temps libre d'essayer de promouvoir l'enseignement de la technologie. Dans nos statuts, la raison d'exister de l'association, c'est bien de défendre l'enseignement de la technologie et de la promouvoir de l'école maternelle jusqu'aux classes prépa. C'est vraiment notre leitmotiv, celui d'essayer d'avoir une continuité de cet enseignement des sciences de l'ingénieur de l'école maternelle jusqu'aux classes préparatoires. On a des adhérents qui sont le reflet en fait de ce qu'est la discipline sur le terrain et qui ont des visions dont on a essayé de dégager une ligne de crête dans ce document de travail, qui ont des visions qui des fois sont un petit peu antinomiques. Alors, on a essayé à la fois de respecter tous les points de vue, toutes les approches différentes de cet enseignement, afin, en fait, de dégager ce que pourrait être cet enseignement. Et c'est bon, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter ce travail rapidement, mais aussi vous présenter ce que c'est que le terrain pour nous d'enseignants de technologie en collège. Donc je reprends, moi j'ai une expérience vraiment de région parisienne, ça fait 18 ans que je suis en zone d'éducation prioritaire, que j'enseigne donc la technologie au même endroit, avec un nombre d'adhérents, on est un peu plus de 1000 qui sont répartis de manière uniforme sur toute la France, et qui vont avoir forcément des approches, des contraintes matérielles et des élèves complètement différents des miens. Notre légitimité, on la dégage vraiment sur cette expérience du terrain, hein, la nôtre, celle qu'on peut voir. On n'a pas prétention à essayer d'uniformiser tout, mais plutôt de révéler les forces et les richesses sur le terrain. Un enseignant de technologie, il faut imaginer, moi j'ai à peu près 14 classes, j'ai 340 élèves cette année, je suis en zone d'éducation prioritaire, donc c'est des classes de 24, et je les vois 1h30 par semaine en moyenne. Donc sur 12 semaines, à peu près le premier trimestre, si je fais 3 évaluations pour avoir une note significative, j'ai à peu près 900 copies à corriger. Donc ça fait 100 copies par semaine, avec une fréquence pour les voir, où on doit faire du projet, où on a beaucoup de compétences évidemment à enseigner. Ça va très vite. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a dans nos programmes à l'heure actuelle à peu près 38 compétences. Il y a 36 semaines dans l'année et on a 9 attendus de fin de cycle. Donc si vous voulez, les compétences sont associées à chacun des 9 attendus de fin de cycle. C'est un peu une course contre la montre où on doit évidemment en plus travailler avec des démarches pédagogiques, des démarches technologiques, de projet, de résolution de problèmes et d'investigation dans un contexte qui est extrêmement changeant. Un cours, ça dure 55 minutes souvent. Donc en 55 minutes, les élèves doivent s'installer. Oui, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de TD, pas de TP et pas de cours. Tout est mélangé. C'est-à-dire qu'on va nous demander d'avoir une situation problème de départ, quelque chose qui va enrôler l'élève au départ. Cette phase d'enrôlement doit durer à peu près 5 minutes, doit permettre de susciter la motivation chez l'élève, puisque nos élèves sont obligés d'être là, on touche toute une classe d'âge, absolument tous les élèves sont obligés de venir, ils ont jusqu'à la fin de leur année de troisième, sont obligés d'avoir 1h30 de technologie par semaine. Et donc on a cette mission-là de devoir les enrôler par une contextualisation, mais plus qu'une contextualisation, vraiment, on va essayer de créer une situation problème qui doit normalement déclencher une envie d'apprendre chez l'élève.
Ça, c'est un enjeu fondamental au départ de nos enseignements, qui ensuite doit les amener les élèves soit à faire de la démarche d'investigation, de la démarche de résolution de problèmes, de la démarche de projet, pour arriver à la fin à un besoin, à faire émerger chez eux le besoin d'un cours magistral qui nous permet à nous finalement de faire passer la leçon, de rendre, de créer le besoin d'abord chez l'élève pour qu'ensuite il puisse apprendre. Voilà. Et ensuite on va évidemment évaluer sur ce qui a été appris pendant le cours. Ce qui fait que on a des enseignants qui développent des compétences pour essayer d'enrôler leurs élèves qui sont multiples et qui ne sont pas homogènes sur le territoire. On a la dimension de projet qui peut être extrêmement intéressante, mais qui a un défaut majeur, c'est que quand le projet dure trop longtemps ou c'est un projet sur l'année, l'enrôlement des élèves diminue au fur et à mesure, premièrement. Deuxième problème qu'on voit vraiment apparaître, c'est finalement, dans l'organisation du groupe, la volonté de réussir le projet est tellement importante que celui qui a le plus besoin d'apprendre, peut-être on va le mettre à l'écart, parce que ce n'est pas le meilleur pour réaliser la tâche. Si l'objectif c'est vraiment d'avoir le robot, alors si on prend un petit robot qui va se déplacer le plus rapidement possible, si l'objectif c'est de réussir à le faire se déplacer et à le programmer, c'est finalement celui qui a le moins besoin d'apprendre qui va se retrouver, d'apprendre la programmation, qui va se retrouver à faire le programme, parce que c'est peut-être lui qui va avoir le programme le plus performant dans le temps imparti que nous avons pour enseigner. Et finalement, celui qui aurait besoin d'apprendre quelque chose derrière, qui aurait besoin de faire des progrès ou qui est en mesure de faire le plus de progrès possible, va peut-être être mis à l'écart par le groupe, parce que simplement l'objectif, la tâche, c'est la réussite du concours, c'est la réussite du robot qui va le plus rapidement possible. Ça, c'est ce qu'on retrouve de manière très fréquente sur l'ensemble du territoire. Un deuxième problème, c'est que l'enseignement en groupe, en équipe, en îlots, alors les îlots où on va avoir à disposition évidemment des élèves, des ordinateurs, du matériel en nombre, crée finalement des fois une peur d'enseigner chez de nombreux collègues, notamment les contractuels qui débutent, et qui fait qu'on va se retrouver avec du cours magistral et pas forcément de vraies démarches d'investigation, résolution de problèmes ou surtout de la démarche de projet. Donc c'est dans ce contexte-là et avec l'actualité aujourd'hui, qui est de la suppression de l'enseignement de la technologie en 6e, voulu par le ministère, où on vient se prendre ce choc que nous avons tous eu, où on est venu nous dire finalement qu'on n'était pas important en 6e. C'est comme ça que ça a été vécu par une immense majorité de collègues, où on est venu nous dire qu'on allait refonder nos programmes, on va être revalorisé, donc on va avoir une réécriture des programmes sur le cycle 4, c'est-à-dire 5e, 4e, 3e. On a pu échanger un peu avec le ministère, puisqu'on a été auditionné, d'ailleurs l'UPSTI aussi l'a été, et heureusement. On nous a fait comprendre qu'il n'y aurait pas forcément de profs, alors c'est pas le cas, mais pas forcément de profs dans le groupe d'écriture, et on s'est dit, il faut qu'on définisse ce que nous on attend. Alors il y a des profs dans le groupe d'écriture, mais on nous l'a verbalisé, on s'est dit on ne va pas pouvoir participer activement à l'écriture des programmes, on a besoin de dire ce que nous, en fonction du contexte, en fonction des attendus du ministère. Alors à l'époque, on avait juste 3 choses. On avait le rapport sur l'enseignement de l'informatique fait de l'IGESR, le rapport de l'Académie des technologies sur l'enseignement de la technologie qui fait plus de 150 pages, et la lettre de saisine du cycle 3 qui mentionnait clairement des compétences manuelles et techniques. On était un petit peu en stress à l'idée de ce que ça pouvait être sur le terrain, les compétences manuelles et techniques. On ne voulait pas le retour à la perceuse à colonne, je le dis. Nous pensons qu'on a mieux à faire, vraiment mieux à faire que notamment les démarches d'ingénierie. Et on en a profité aussi pour se poser la question du nom de notre discipline, donc la technologie en collège, qui a souvent été
remise en question, jamais changée mais remise en question. Et on en a déjà parlé avec Lupsti, on en est venu à cette idée de se dire que finalement, ingénierie au pluriel avec un S et technologie avec un S au pluriel pourrait être un nom qui nous conviendrait dans ce que nous, on envisage du futur de notre discipline. Avec des démarches d'ingénierie remis au centre, une continuité vis-à-vis des 4 valences du CAPET, sciences de l'ingénieur, donc des 4 ingénieries IE, et différentes technologies sans forcément se fermer dans un mot générique, les technologies de la construction, des technologies médicales. Voilà. Ensuite, dans notre cahier des charges, on est resté sur des attendus de fin de cycle puisque c'était ce qu'on avait. Évidemment, les STEM, ça j'en parle pas, je vous relis pas le document que vous avez très certainement déjà vu. Les STEM, et puis revenir à nos fondamentaux, la mécanique, l'électrique, l'informatique et l'architecture et construction. On avait cette volonté d'avoir cette construction-là et on l'a mise comme ça. Après, c'est fait par des profs de technologie qui n'enseignent pas au lycée, ou quelques-uns ont une expérience très rapide de lycée, et c'est vraiment un point de vue d'enseignant de technologie. Donc ça, c'était la première chose, les STEM, vraiment importantes pour nous, et puis ces compétences manuelles et techniques qui vont être mises, qui sont en train, parce que le groupe d'écriture des programmes est en train de le faire en ce moment, puisque c'est la commande du ministère, qui est en train d'être intégrée dans nos programmes. On verra les futurs programmes qui vont sortir maintenant début juin, donc dans quasiment un mois. Ce qui nous paraissait important, je vais revenir juste sur les démarches pédagogiques que nous avons intégrées dans ce programme, alors que ça n'en fait pas forcément partie. Je vais essayer d'aller rapidement, mais vous avez souvent, dans les contextualisations, la contextualisation pose vraiment problème parce qu'on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à s'emparer des enjeux sociétaux. On a souvent des situations problèmes, comment le robot fait pour suivre une ligne noire. Alors, il y a l'effet intéressant du robot pour l'élève parce qu'il va pouvoir s'en servir, mais en termes d'enjeux de société, on n'y est pas du tout. Et on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait ramener, en fait, des cours de technologie qui soient vraiment liés à des enjeux de société. Les enjeux sur la mobilité, sur le développement durable, bon, on les connaît, hein, notamment avec... tout ce qui, je ne vais pas plus loin. Vous avez forcément... donc je vous l'ai dit, il n'y a pas de TD, pas de TP, pas de cours, mais il y aurait forcément un enjeu de société et une problématique en lien avec des enjeux sociétaux. Ça, c'est ce qu'on a essayé de le mettre parce qu'on trouve que dans nos enseignements, ça n'est pas assez prégnant et on ne l'observe pas assez. Qui sont porteuses de réponses. Les causes racines du problème trouvées et verbalisées par les élèves. On veut que les élèves puissent verbaliser le problème. À cet endroit-là, on a un deuxième problème, et c'est pour ça que vous avez vu des formules de physique dans les programmes. On ne va pas demander la maîtrise des concepts liés à la statique, liés à la dynamique aux élèves, mais qui puissent juste c'est de la culture générale, mais de se dire que finalement, aujourd'hui, il y a des données qui existent, qui sont étayées par des concepts scientifiques. Ces concepts scientifiques sont à la portée de tout le monde, elles sont sur des sites qui sont fiables, de pouvoir critiquer les sources, savoir d'où viennent les données, et de pouvoir déduire de données liées et qui sont scientifiquement fondées, viennent créer la situation de départ, l'enjeu de société et le problème. Par exemple, un exemple tout simple, aujourd'hui, on peut dire qu'on consomme trop d'eau et que l'eau est une denrée rare. Mais c'est qu'une assertion qui n'est pas scientifiquement prouvée. Même si on peut la partager tous ensemble, on peut la donner aux élèves et on pourrait dire qu'il faut faire attention à économiser l'eau. On pourrait avoir une forme de cours moralisateur vis-à-vis des élèves, mais c'est pas ce qu'on veut. Si on veut développer leur esprit critique, on va leur faire étudier finalement quelle est l'eau, quels sont les problèmes autour de l'eau. C'est pas l'eau salée, le problème c'est l'eau douce.
On a des données aujourd'hui qui sont prouvées, qui montrent où est-ce que la consommation d'eau douce se fait le plus en France. Et on va arriver avec un système d'entonnoir à prouver, ou à au moins faire émerger le problème de société, qui est que finalement, ce qui consomme le plus d'eau douce, c'est souvent la maison, et dans la maison, c'est les sanitaires, la douche. C'est ces deux postes-là qui... Et donc, en fait, s'il y a un problème sur lequel on peut agir, c'est pas réduire la consommation d'eau, parce que, voilà, on a compris que le message était asséné par le prof, mais plutôt par des données scientifiques qui sont liées par des analyses de courbes, et qui vont déclencher chez les élèves 3 pistes différentes. Soit la conception d'une solution par groupe d'élèves, où là, on va plutôt travailler l'empathie et la créativité dans une démarche de projet. Ça va être des solutions qui ne sont peut-être pas forcément réalisables techniquement, qui vont peut-être être réalisées numériquement par les élèves, qui vont être décrites par un croquis, un schéma, mais qui vont leur permettre de développer leur créativité vis-à-vis d'un enjeu de société. Et là, on retrouve le cahier des charges, la recherche de solutions, la modélisation. Et la réalisation, on peut aller jusqu'à la réalisation d'une vidéo où ils vont venir expliquer. Il y a toujours il y a forcément, je veux dire, dans la créativité, il faut avoir de l'empathie vis-à-vis d'une situation de problème, de départ, et on la retrouve au début dans l'analyse de documents, de données et de grandeur physique, qui est le plus important à mon avis. Et derrière, si cette solution-là, qui va forcément être... qui a une vraie visée de développer la créativité chez les élèves. Donc elle n'est peut-être pas forcément réaliste, mais c'est pas grave. Après, on peut proposer des systèmes techniques qui existent, qui sont faits par des entreprises innovantes, qu'on a pu peut-être didactiser ou pas, pour leur permettre de pratiquer une démarche d'analyse en technologie, l'analyse des solutions proposées, de grandeur, les grandeurs physiques, et après on va pouvoir peut-être simuler. Donc on pourrait avoir finalement la programmation, je ne vais pas donner d'exemple, mais on va pouvoir simuler, comparer des solutions par rapport aux problèmes, programmer pour expérimenter et manipuler la grandeur physique, et étudier les écarts d'une solution technique et valider le fonctionnement sur la maquette. Voilà, on aurait 3 chemins didactiques où on aurait alors toujours de l'empathie parce que il y a s'approprier le problème. Et puis là, on aurait une analyse de solution. On serait dans une démarche d'analyse technologique ou d'investigation. Et empathie plus analyse de solution, plus conception, amélioration par créativité. Démarche de résolution de problèmes techniques. Voilà ce qu'on a essayé. Et puis après, on a essayé de reprendre les fondamentaux des enseignements qu'on retrouve en BTS, dans les différentes valences du CAPET S2I. Alors, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. On est à peu près... Bon, Non, on peut passer aux questions si vous en avez. Je vais essayer de... Moi, j'avais écrit un petit texte. Je pense que... Enfin, vous serez d'accord avec moi, notre société est de plus en plus technologique. A priori, ça ne changera pas. Hein. L'objet technique est au cœur de la vie de tous et de toutes, et de nos élèves y compris. Ils utilisent, nos élèves, ils utilisent des smartphones pour communiquer, des trottinettes électriques pour se déplacer, des tables à induction pour cuisiner. Enfin, ils les utilisent. Et ces objets n'ont aucun sens pour eux que leur simple usage. C'est ce qu'on s'aperçoit à l'entrée des élèves en 6e, alors maintenant ça sera en 5e. Et en fait, pour eux, ils sont là de toute éternité et sont absolument inaccessibles à la critique et à la distance. Ils n'ont aucune distance vis-à-vis des objets qui les entourent. Et l'enseignement de la technologie en collège, c'est d'abord replacer l'objet dans un processus dynamique et maîtrisable. L'objet est le fruit de choix, de solutions techniques qui ont répondu à des besoins spécifiques d'une société à un moment T de leur histoire.
La technologie, elle déifie l'objet et à ce titre opère un travail de distanciation indispensable aux futurs citoyens. On ne peut pas décemment imaginer éduquer le citoyen de demain sans l'éveiller à cette vigilance, et elle commence par le retour à l'objet, sa réalité, ses contours, les choix qui l'ont déterminé, etc. De la même manière, par cette approche, l'enseignement technologique place l'élève dans une situation d'apprentissage qui est inédite dans son parcours scolaire. Il ne s'agit certes pas d'acquérir à proprement parler un savoir dit fondamental de physique-chimie, de mathématiques, mais plus précisément de les recruter, ces savoirs fondamentaux, au service d'une solution technique, d'une solution, d'un objet. À ce titre, la technologie est productrice d'une compétence absolument centrale. Elle mobilise le processus créatif et imaginatif pour faire entrer en résonance des savoirs. Elle participe donc à l'émergence des connaissances et à leur maîtrise progressive par l'élève. Cette approche fait de la technologie une discipline carrefour. J'aurais bien dit barycentre si M. Perrault était encore ici, puisque c'était évidemment ce qu'il portait quand il était inspecteur général. Une discipline barycentre, carrefour, permettant de faire se rencontrer les sciences fondamentales et les sciences humaines, ce qu'on oublie souvent. La technologie peut faire le lien avec l'histoire, la philosophie, l'éthique, la science-fiction en littérature, les questions du développement durable et de la transition énergétique. Elle n'est jamais abstraite ou déconnectée du monde. Elle permet à l'élève de contextualiser ses savoirs, d'en comprendre les enjeux pour la société dans laquelle il vit, de les incarner dans des situations concrètes, vécues et accessibles. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Rodolphe, pour cette présentation sur la Techno-Collège. Est-ce que ça suscite des questions, des remarques ? Oui. Bon, déjà, merci beaucoup. J'ai trouvé ta présentation géniale, parce que moi, je suis nouveau enseignant. J'aurais bien été incapable d'enseigner au collège. Quand je vois les conditions dans lesquelles tu travailles, donc déjà bravo, 18 ans en zone d'éducation prioritaire, je trouve ça remarquable, enfin, moi j'en aurais été incapable. Et voilà, donc ça je tenais à te le dire. Je trouve que l'approche que tu présentes, elle est super. Alors, elle me paraît, j'ai l'impression que vous êtes coincé complètement entre 10 000 besoins de compétences à transmettre, des contraintes au niveau des horaires, des contraintes de budget, et donc finalement, ce que tu présentes, c'est une solution pour essayer de contenter tout le monde. Moi, je me pose la question, donc tu dis on ne veut pas revenir à la perceuse à colonne, alors j'imagine que c'est parce que tu as peur qu'il se blesse en cours. Je voulais voir, moi je suis un petit peu old school dans mon approche, mais moi j'ai les souvenirs de je fabriquais mon attente téléphonique. Évidemment, je ne dis pas refaites des attentes téléphoniques et les petits trucs, là, les porte-clés avec la diode. Mais finalement, ce que j'ai, moi, gardé de la techno de l'époque, c'était ce côté concret, justement, d'être proche. Alors, la technologie était vraiment minime, tu vois, une diode, et aujourd'hui, on est sur des objets beaucoup plus compliqués. Et on a tellement de distance que j'arrive pas à voir comment on fait revenir aux gamins, comment on les rapproche de ce qu'il y a dedans pour plus déifier, comme tu disais, cet objet. Et j'arrive pas à voir comment on arrive à rendre concret les choses sans toucher les objets, sans les fabriquer, tu vois. Alors, oui, je crois qu'on a un problème d'équilibre à trouver entre la nécessaire approche manuelle où on va venir déconstruire, manipuler l'objet pour le déconstruire, pour pouvoir se le réapproprier quelque part. Mais on a besoin de ça, et on a besoin aussi des démarches d'ingénierie, de sciences de l'ingénieur, et je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Mais ce qui nous pose souci, bon, vous le savez, il y a le programme, il y a le prescrit,
Et puis il y a le réel, et puis il y a souvent le cachet aussi, on pourra en parler, mais dans le réel, qu'est-ce que moi, quand j'ai commencé à enseigner il y a 18 ans, quand on faisait la perceuse à colonne, mon collègue faisait ça hein, quand je suis arrivé, et il respectait les programmes, voilà, ils étaient debout, ils avaient interdiction de parler parce que bon, ça se passait plutôt bien, ils faisaient la file d'attente derrière la perceuse à colonne, il y avait un gabarit de perçage, et ils mettaient leur gabarit de perçage, ils tournaient, alors ils avaient bien leur équipement de protection, hein. Ils le mettaient, ils appuyaient sur le bouton on, ils tournaient, ils suivaient les gammes de fabrication, ils partaient avec le trou qu'il avait fait dans le truc en plastique, il allait à côté, puis il y avait le suivant qui passait, et puis il y avait 24 élèves, fois 2 minutes, l'heure de cours était passée. Voilà, c'était ça, une heure de cours. Et on avait la perceuse à colonne. Voilà. Donc, de la même manière, tu as parlé de l'attente téléphonique. Je pense qu'ici, tout le monde se souvient de ce qu'il a fait en technologie quand il était au collège. Vous avez vécu. Et quand on discute avec les amis, tout le monde nous dit « Ah mais oui, j'ai fait l'attente téléphonique, j'ai fait l'alarme de tiroir. » Il y a un très fort enjeu émotionnel. Mais l'objectif de l'enseignement n'a jamais été de fabriquer une attente téléphonique. Son objectif à lui, c'était à ce qu'on appelait à l'époque les pratiques sociales de référence, c'est-à-dire que c'était théorisé par Jean-Louis Martinand. Les PSR, il y avait des pratiques sociales qui étaient faites dans l'industrie, et d'un point de vue de culture générale, on allait former les élèves à comprendre comment fonctionnait une industrie. Il y a par exemple la production sérielle, produire en série un objet. Qu'est-ce qu'on faisait dans la classe? On organisait la classe en production sérielle, il y avait des stocks à gérer, il y avait des flux de matière, parce que évidemment la pièce devait circuler dans la classe et on devait diminuer les temps de parcours, les possibles croisements entre les élèves. Et à la fin, on avait la mise en œuvre où on prenait un objet, il fallait bien fabriquer le porte-clés lumineux, puis on fabriquait un porte-clés lumineux, et puis alors il y avait ceux qui passaient à la perceuse à colonne pour percer avec le gabarit de perçage pour mettre la LED, ceux qui soudaient la LED, ceux qui mettaient la LED dans le boîtier, ceux qui mettaient la pile, et puis à la fin on avait le porte-clés lumineux. L'objectif de l'enseignement, c'était une pratique sociale de référence qui était la production sérielle. Il y avait aussi essai et amélioration d'un prototype, il y en avait d'autres. C'était ça son objectif d'enseignement. Et la tâche réalisée par l'élève, le porte-clés, l'assemblage, d'ailleurs ils n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient faire tout le porte-clés parce que c'était leur, puis qu'il y avait une dimension affective et qu'ils ne voulaient pas que l'autre mette la pile à la place dans le sien. Enfin bon, il y avait tout ça parce qu'il l'avait mal mis. Et l'élève sortait, disait quoi? Il disait, regarde ce que j'ai fait, j'ai fait un porte-clés lumineux. Non, tu n'as pas fait un porte-clés lumineux. Nous avons organisé la classe en production sérielle et on a vu une pratique sociale de référence. Et on est passé à côté de l'enseignement. Aujourd'hui, on passe aussi à côté de l'enseignement. C'est-à-dire que quand les élèves sortent, ils nous disent tous « j'ai été sur l'ordinateur ». On n'a pas été sur l'ordinateur, je ne suis pas payé à t'envoyer sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on a fait? Soit on a analysé le fonctionnement d'un objet, soit on a écrit, mis au point et exécuté un programme, et c'est bien ce qu'on est en train de faire. On a écrit, on l'a mis au point. Et pourquoi tu l'as mis au point? Quand tu l'as mis au point, c'est parce que tu as fait des allers-retours entre l'expérience quand tu as essayé le programme dans le robot, allez, je reprends l'exemple du robot, et que tu es revenu le tester. C'est ça, mettre au point. Et pour faire ça, il a bien fallu à un moment donné écrire, alors on va pas parler de machine à état, mais on pourrait, il y en a qui le font, mais il y a un algorithme, on a essayé de le décrire, de s'emparer de quelle est la finalité et comment moi je vais pouvoir faire pour programmer cet objet. Et c'est ça, et je pense qu'aujourd'hui on a toujours ce problème-là, on n'a pas changé. On a toujours le problème de la différence entre quel est l'objectif réellement visé, quel apprentissage on attend de nos élèves et quelle est la tâche qu'ils font en classe avec nous. Et donc, oui, et nous, quand on écrit, on pense quand on a essayé d'écrire, on a d'abord invité à réfléchir l'inspection générale, parce que tout le monde n'a pas lu ce programme. Et puis, il y en a qui l'ont lu, c'est ce que je disais à Sébastien Gergadier, certains l'ont lu, ils nous ont dit félicitations, mais ils l'ont lu avec un prisme de ce qu'ils aiment. Il y avait un biais de lecture, ils n'ont pas forcément tout lu. Notre idée, c'était d'amener à faire réfléchir qu'est-ce que pourrait être notre enseignement si on fait des compétences manuelles et techniques, qu'est-ce qu'il pourrait être. Après, c'est pas nous qui décidons. Voilà, j'étais un peu long, je m'excuse. Hervé. Rodolphe, déjà, je suis très heureux de te retrouver. Et je te remercie énormément pour ta présentation et pour la vision que tu portes pour cette magnifique discipline
dite technologie au collège. Et je trouve que tu es un excellent porte-parole de ta discipline. Et ce que je regrette, c'est que beaucoup de personnes parlent de la technologie, mais sans rien y connaître. Qui a été lire les programmes de technologie qu'on enseigne aujourd'hui? Quasiment personne. On parle souvent de technologie en ayant en mémoire ce qu'on a connu, nous, quand nous étions élèves au collège, c'est-à-dire il y a 10, 20, 30, 40 ans, sachant qu'il y a eu de grandes évolutions de la discipline depuis. Donc on parle sans savoir. Et j'ai pas de questions à te poser. Mais j'ai 2 remarques à faire. La première remarque consiste à profiter de l'audience qu'il m'est permis d'avoir pour rappeler ce que représente la technologie aujourd'hui au collège. C'est une discipline qui contribue à la culture scientifique et technologique, bien évidemment. Elle permet aux élèves de se représenter le monde. Elle participe, comme tu l'as dit, à la maîtrise de la langue française et à l'acquisition pour les jeunes du travail en groupe et à la communication. Elle est complémentaire aux autres disciplines, comme tu l'as dit. Elle s'appuie sur un certain nombre de démarches pédagogiques qui sont très innovantes, comme celle que tu as citée, l'investigation, la résolution de problèmes et la démarche de projet. Elle permet de s'approprier des moyens informatiques, de faire de la simulation numérique, de faire du code, dont on entend souvent parler. Vous faites du code avec vos gamins. On dit qu'on ne fait pas de code au collège. Mais si, on en fait. On apprend aux gamins à coder en technologie. Elle permet également de s'informer sur notre environnement, comme tu l'as parfaitement illustré. Elle permet de fabriquer des objets innovants, mettant en œuvre la créativité auprès de notre jeunesse. Elle s'appuie, je l'ai dit, sur de la pédagogie innovante et avec beaucoup d'expérimentation qui, à mon avis, est la base de ce qu'est la démarche scientifique moderne. Elle introduit le développement durable. Elle permet d'adapter les attitudes responsables, notamment quant à l'impact des technologies sur l'environnement qui nous entoure. Et tout ce que je dis là, en fait, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit noir sur blanc dans le programme que vous devez enseigner. Encore une fois, personne n'a été lire vos programmes. Qui sait qu'on y enseigne la science des matériaux? Peu de personnes. Qui sait qu'on y enseigne la science de l'énergie? Peu de personnes. Qui sait que vous vous attachez à l'évolution des objets, évolution passée comme évolution future? Peu de personnes savent cela. Qui sait que vous vous intéressez à la communication, à la gestion de l'information? Peu de personnes. Qui sait que vous vous intéressez au processus de réalisation? Peu de personnes. Donc, le premier commentaire que je souhaitais faire, ou le premier témoignage que je souhaitais faire, consistait à dire que je rends hommage aux professeurs de technologie et je pense que vous méritez, au moins dans cette salle, une salle d'applaudissements. Vous appartenez, je pense, à un corps de professeurs à qui on a demandé d'avoir le plus d'évolution dans leur pratique professionnelle, toutes disciplines confondues. Deuxième information que je souhaitais dire ici, c'est que moi qui vivote maintenant dans un monde politique, quand j'ai appris ce qui s'est passé en classe de 6e, où on a dit à travers une interview de télévision que la technologie allait disparaître de la classe de 6e, et moi je dis que c'est un scandale. C'est un pur scandale. J'entends ces mêmes personnes politiques qui me disent qu'ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils appellent le rapprochement école-entreprise. J'entends ces mêmes personnes politiques me dire qu'ils sont en train de réfléchir à comment réindustrialiser la France. J'entends ces mêmes personnes politiques me dire qu'ils souhaitent mieux orienter les élèves vers les filières insérantes. Toutes ces personnes politiques sont en train de faire des propositions sans rien connaître à ce que vous enseignez. Toutes ces personnes politiques parlent sans rien connaître. Eh bien moi, maintenant, je profite d'avoir le micro pour leur dire que j'ai une proposition très simple pour aller vers ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre
savoir rapprocher l'école de l'entreprise, savoir réindustrialiser la France et à savoir mieux orienter les élèves, et bien moi je dis augmenter les heures de technologie au collège. Voilà la solution. Vous verrez, si vous faites cela, dans le sens de l'enseignement que tu viens de définir, la jeunesse décrochera moins, elle aura plus de compétences et elle s'orientera mieux vers les filières insérantes. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci Hervé. Je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. C'est dur, hein, c'est dur ce qu'on est en train de vivre. C'est dur pour les collègues. Il y a 1900 établissements. Si on enlève une heure, non pardon, excusez-moi, je fais une erreur, mais c'est 1920 équivalents temps plein qui sont supprimés. En supprimant, voilà ce qui se passe en fait. On a 17% de contractuels. Sur 10 000 profs de techno environ, 1700 contractuels. Je ne vois pas comment ils pourraient en rester. Il y aura évidemment ceux qui sont en CDI. Et évidemment, on a envoyé un message. On a envoyé un message inconscient à l'ensemble des équipes en France que la technologie, elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas importante puisqu'on la supprime de la 6e. On a envoyé ce message inconscient à l'ensemble des équipes, à l'ensemble des parents, à l'ensemble des autres enseignants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un enseignant motivé dans un collège a 3 enseignants très motivés et très compétents. S'il y en a un de technologie, il a une fois de plus un mur à franchir pour pouvoir faire en sorte que ces projets puissent se réaliser dans le collège pour le bien de nos élèves. Et ça, c'est extrêmement difficile. Voilà. Mais on va relever le défi, puis on va continuer à proposer, et puis en espérant que ça change, évidemment. Merci beaucoup, Rodolphe. Désolé, j'ai 2-3 petits soucis à régler, donc j'ai pas vu le début de ton intervention, mais on a déjà échangé dessus. Merci beaucoup d'être intervenu. Tu sais très bien tout l'attachement que l'on a sur l'enseignement de la technologie au collège. Voilà. On essaye de promouvoir finalement une continuité finalement de l'enseignement depuis l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, voilà, et on y tient beaucoup. Il y a la suppression de la technologie au collège, en 6e, mais il y a aussi probablement des allègements, voire des suppressions des notions de sciences et technologies aussi au CM1 et au CM2, dans tout le cycle 3. Du coup, on a lutté pendant de nombreuses années pour qu'il n'y ait plus de trous, notamment en classe de seconde. Il n'y ait plus d'enseignement de technologie. On a réussi. Alors, c'est pas parfait. Mais là, du coup, on crée un trou encore plus grand dans la raquette. Et c'est un vrai problème. Du coup, on est totalement solidaire de tous les travaux que vous faites au nom de la CETEC et pour tous les enseignants de technologie collège, mais aussi pour finalement tous les jeunes. Donc franchement, un grand merci et un grand bravo pour tout ce que vous faites. Et on est complètement en phase et solidaire avec vous. Après, le nom de la discipline que vous avez proposé, parce que c'est aussi une difficulté pour les jeunes pour se repérer. Entre quelque chose qui s'appelle sciences et technologies à l'école primaire, puis qui s'appelle technologie au collège, puis qui s'appelle sciences de l'ingénieur, pourquoi pas, qui s'appelle SNT en classe de seconde, qui s'appelle sciences de l'ingénieur potentiellement en classe de première terminale, qui s'appelle STI 2D, on ne sait même pas ce que ça signifie, qui s'appelle même nous en prépa. Notre discipline s'appelle sciences de l'ingénieur, et regardez les intitulés des épreuves des concours, certains s'appellent sciences de l'ingénieur, d'autres sciences industrielles de l'ingénieur. Enfin, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. Et je trouve que le terme que vous avez proposé, finalement, regroupe tout ça. Donc, franchement, bravo pour le travail de recherche du nom de la discipline. On y adhère complètement. Moi, quand je suis rentré à l'UPSTI, ça fait un certain nombre d'années, j'ai pas assez de doigts pour les compter sur les mains. Une des premières choses que j'ai discuté avec Hervé, c'était justement de dire, mais est-ce qu'on peut pas avoir un cheval de bataille sur essayer d'uniformiser les choses ? Bon, force est de constater qu'on n'a pas réussi. Voilà. Et je tiens à le dire quand même parce que quand on a soumis l'idée à l'inspection générale, notamment un ancien doyen, pas celui qui est parti tout à l'heure, et on dit ah oui c'est une bonne idée, on va y réfléchir, on va commencer par faire un groupe de travail à l'inspection générale pour trouver un nom, enfin trouver leur nom.
Mais on dit, mais votre nom, on n'en a rien à faire. De toute façon, d'ailleurs, vous ne représentez rien, vous êtes IG, STI. On n'enseigne pas les STI, donc du coup, voilà. Bon, finalement, ça n'a rien donné à la fin. Ça n'a rien donné à la fin. Et du coup, nos disciplines sont restées telles quelles, et voilà. Le mot technologie, effectivement, il est très connoté. En France ou en Europe, alors qu'il est extrêmement valorisé à l'étranger. Un autre élément, mais on a déjà un peu discuté ensemble, le collège doit susciter des vocations pour aller dans les carrières scientifiques et technologiques. Et nous, on n'est pas toutes les technologies et on n'est pas toutes les sciences. On n'est pas toutes les sciences. Et du coup, on n'est pas toutes les ingénieries non plus. Toutes les ingénieries non plus. Et quand on a été auditionné par le ministère, outre les aspects de nom de la discipline, etc., de l'approche par les STEM, l'approche pluridisciplinaire que bien évidemment on a cherché à défendre et à promouvoir, il y avait un point qui nous semble important. C'est que justement, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, ça doit susciter des vocations. Et finalement, à l'issue du collège, les jeunes vont où? Ils vont soit dans la voie générale, soit dans la voie technologique, soit dans la voie professionnelle. Du coup, le collège, l'ensemble collège, et aussi la discipline qu'elle s'appelle technologie, ingénierie et technologie, peu importe, doit être capable de, ce que j'essaie d'appeler, de donner à voir à ces trois voies. Parce qu'actuellement, je ne parle pas de la technologie, mais finalement, on forme à quoi? À la voie générale. Et les conséquences de ça, c'est quoi? C'est que les jeunes, ils se disent, je peux aller dans la voie technologique, mais je ne sais pas ce qu'on y fait. Ou alors, je vais aller dans la voie professionnelle. Alors, il y a plein de réformes de la voie professionnelle qui sont annoncées, etc. Mais finalement, la voie professionnelle avait aussi mauvaise presse. Du coup, finalement, ils s'orientaient pas vers la voie ni technologique ou par défaut, ou pas vers la voie professionnelle par choix, juste parce qu'on leur disait la voie générale, c'est pas fait pour vous. Mais en même temps, on a essayé d'essayer de susciter des vocations en présentant un seul des trois volets. Et pourquoi je dis ça? Je dis, effectivement, dans la lettre de saisine, on a échangé ensemble dessus sur les pratiques manuelles, etc. Et tu as pris l'exemple de la perceuse à colonne, mais on pourra en trouver plein. Voilà. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant ce que tu as répondu, ce que tu as expliqué sur les pratiques. En fait, nous, ce qu'on retient, effectivement, c'est la fabrication de tous les petits objets, mais finalement, c'était pas ça la finalité. Voilà. Mais même nous, faut pas se leurrer, au lycée ou en classe préparatoire, c'est aussi difficile de faire émerger finalement ce qu'on veut qu'ils retiennent. C'est quoi? C'est les savoir-faire et les compétences. Donc du coup, moi je pense qu'il faut que dans le cycle 4, notamment sur les classes de 5e, 4e, 3e, on donne à voir à ces trois voies. Il doit y avoir un peu de pratique manuelle. Parce que si les jeunes ne savent pas ce que c'est, ils ne peuvent pas s'orienter là-dedans. Ou alors ils vont s'y orienter par défaut. Ou c'est pas eux qui vont s'y orienter. Le système va les orienter vers ça parce qu'on dira vous n'êtes pas capable de faire autre chose. Donc je pense qu'il ne faut pas voir le côté négatif sur les pratiques manuelles. Voilà. C'est effectivement très connoté dans notre vision par rapport à ce qu'on a pu voir. Mais on doit être capable, dans les programmes de technologie, mais pas que, dans les autres programmes aussi, d'être capable de montrer finalement les poursuites d'études ou de clairement donner une bonne image des trois voies. Et un très bon scientifique, il n'est pas plus méritant qu'un très bon manuel. Voilà. Donc je pense qu'on doit être capable, dans les programmes, de toutes les disciplines, de donner à voir dans ces trois voies. Et au moins, après, les jeunes feront leur choix. Mais ce ne sera pas un choix par défaut, quoi. Ce ne sera pas un choix par défaut. Donc, je redis bravo et merci pour tout ce que vous faites. On est complètement solidaires avec vous. On va continuer à se battre ensemble. La période est très compliquée, effectivement, comme le disait Hervé, il y a les beaux discours politiques, mais je reprends l'exemple du ministre qui dit qu'il va revaloriser la technologie. Enfin, désolé de dire ça, mais je ne sais pas si je devrais le dire là d'ailleurs, mais voilà. Quand il a annoncé la revalorisation de la technologie au cycle 4, quand on a fait l'audition au ministère, j'avais demandé une audition pour cycle 3 et cycle 4. Cycle 3, tout était acté. Du coup, il ne voulait pas qu'on s'exprime dessus. Je dis, si, quand j'ai demandé l'audition, j'ai dit cycle 3, cycle 4, vous avez accepté, donc je parle du cycle 3, ça peut ne pas vous intéresser, voilà. Et puis, Julie Benetti dit, du coup, maintenant, on va passer au cycle 4. Donc, elle commence, elle dit, vous avez entendu, le ministre, il a dit qu'il voulait revaloriser. Pour vous, ça signifie quoi, revaloriser? J'ai dit, mais c'est à moi que vous demandez? Vous avez un ministre qui s'est exprimé. J'ose au moins imaginer que vous, en tant que conseiller ou conseillère du ministre, quand il a dit revaloriser, il savait ce que ça voulait dire.
30 secondes de blanc. Voilà. Donc après, effectivement, on a dit, ben, voilà, il faut apporter vers les 3 voies, il faut, pourquoi pas, on en a un peu échangé ensemble, une approche par thème. Finalement, ce qui se passe en SNT, alors c'est pas parfait non plus, mais ça peut aussi rentrer dans le cadre des enjeux sociétaux, de donner de l'empathie, finalement, de la volonté d'apprendre. Peut-être que ça peut être une solution. Je ne sais pas ce qui sera retenu au CSP. On a demandé de participer au groupe de travail, qu'on ait un représentant. Ça n'a pas été accepté. Bon, c'est leur choix. Hein, on va pas, voilà. Mais peut-être que, encore une fois, ça ne serait pas la finalité, les thèmes. C'est exactement ce que nous, on a vécu. Nous, on retient qu'on a fabriqué un système. Mais ce n'était pas ça la finalité de l'enseignement, non plus à l'époque. Mais on peut aussi rentrer par la pédagogie, par des thèmes, en développant des savoirs, des savoir-faire et des compétences. Et qui peuvent être évalués, effectivement, après, ou qui doivent même, pas qui peuvent, qui doivent être évalués au DNB sur une épreuve spécifique dessus, quoi. Donc, je redis, voilà, bravo, vous avez tout notre soutien. Voilà. Et malheureusement, à chaque fois qu'on a eu des auditions, on ne pouvait pas être simultanément présent, mais on a pas mal échangé sur les visions, et je pense qu'on les partage dans une grande majorité. Et je pense qu'ils ont quand même vu qu'il y avait une unité, finalement, derrière nos 2 associations à minima. Voilà. Donc franchement, bravo et merci pour tout ce que vous faites. Merci aussi à vous, parce que franchement... Oui, bravo. Enfin, honnêtement, 350 élèves, enfin, je ne saurais pas faire. Enfin, ça a été dit, en tout cas, un grand bravo. Je suis un pur produit de l'enseignement technique. Enfin, voilà, une seconde technique, un backup, puis voilà, une prépa techno. Moi, ce que je constate, c'est que voilà, je suis plus proche de la sortie que de l'entrée. En fin de compte, ces filières-là, elles ont disparu. Que là, la 6e, la technologie, voilà. Voilà, on tire dessus. Que les filières F, E, il n'y a pas d'équivalent maintenant. Que nos collègues de la filière PT, ils ont quand même du mal. Et au final, après, pour nous en prépa, là, il y a la filière MP2I, enfin voilà, ou autre, qui intervient là. C'est vrai que moi, je me demande quand même, en 30 ans là, la disparition non seulement de l'enseignement technologique, mais forcément de la formation à l'issue de ça, a des conséquences vis-à-vis de la nation qui sont évidentes en termes de compétences. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait travailler aussi dans le privé. J'ai plein de copains. Maintenant, ils n'arrivent pas, clairement, à trouver des gens. Et j'ai un copain qui a une grosse boîte qui fabrique des pompes à chaleur. Il se pose vraiment la question de quitter la France parce qu'ils n'arrivent pas à recruter des gens avec des vraies compétences techniques. Et ce qui est dommage, c'est qu'on est reçu dans des magnifiques locaux de l'école des ponts qui forment des gens très compétents, enfin voilà, et que tout ça, on a beau se réunir, et c'est effectivement, l'UPSTI depuis des années fait un gros travail de communication, mais on a vraiment l'impression qu'au fur et à mesure, eh bien, je sais pas comment dire, le fruit il est décortiqué, et qu'au final il reste pas grand chose, et que finalement nos politiques ils tiennent des discours. On se souvient bien du premier confinement où on nous demandait d'applaudir les médecins à 20h, et puis après au final on a continué à fermer des lits. Donc on a vraiment l'impression que c'est la même logique, quoi. Donc c'est pas que je veux vous dire que c'est mort, mais voilà, je sais pas comment on peut faire remonter en tout cas auprès de nos politiques qui ont certainement d'autres objectifs que ceux qui nous semblent être les nôtres, quoi. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et encore merci, bravo à vous. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui. Adrien. Bon, je me rajoute aux collègues. Merci infiniment de ta présence, de ta présentation. Est-ce qu'il y a un grain d'espoir quelque part? En gros, est-ce que on sent que ça a été
comment dire, c'est un package, quoi. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait de plus en plus de contractuels qui n'ont pas forcément, qui n'auront pas le temps de se former sur le projet que tu présentes, le fait que en 6e on n'a plus la technologie, enfin, on a un ensemble de facteurs qui interviennent, qui vont faire une disparition, une dégradation de la technologie au collège. Et est-ce que malgré tout, de ton point de vue, avec les échanges que tu as pu avoir au ministère ou d'autres échanges, il y a quand même un petit grain d'espoir sur un aspect ou un autre où on peut se dire allez, c'est pas encore foutu, ou il y a encore un truc à faire pour la technologie au collège? Alors c'est difficile hein, de voir l'espoir, mais j'ai envie de dire par défaut, moi je le cherche toujours. Oui, on va attendre déjà les nouveaux programmes qui vont sortir. On espère qu'ils vont être clairs, que la formation que nous allons avoir, qu'on nous a promis l'année prochaine, soit vraiment conséquente, qu'elle touche un maximum d'enseignants et qu'elle puisse homogénéiser, je le dis, hein, c'est peut-être pas le bon mot, mais homogénéiser le corps des enseignants de technologie. Vous savez, vous le savez peut-être pas, mais avant il y avait le CAPET de technologie avec 3 valences, méca, élec, éco-gestion. J'ai des collègues qui ont passé une valence éco-gestion pour être prof de technologie en collège aujourd'hui. Et il y avait une double inspection éco-gestion et STI, qui nous pilotait, qui nous inspectait, avec des compétences d'éco-gestion dans nos anciens programmes, dans les anciens programmes. Ensuite, il y a des collègues hein, qui sont passés par le lycée, beaucoup. Les nouveaux CAPET S2I sont passés par le lycée, sont revenus au collège, ont aussi des formations différentes. Et puis, on a des situations, des établissements hein, sur le territoire qui n'ont pas le même équipement, qui n'ont pas les mêmes conseillers départementaux, conseillers généraux, qui font que les équipements sont disparates, que d'un collège à un autre, c'est pas homogène. Donc, ça pose énormément de problèmes. Là où on espère, c'est qu'en fait, cette formation puisse faire partir tout le monde sur au moins un cycle 4, donc 5e, 4e, 3e, qui soit resserré, avec tout le monde la même vision, la même façon d'avancer, avec un équilibre, hein, où on va trouver effectivement les trois poursuites d'études qu'on peut trouver, en général en technologique et en voie professionnelle, qui s'adresse à tout le monde et qui soit où l'équilibre puisse être trouvé. Je pense que l'espoir que j'ai, c'est celui-là. On le saura bientôt. Et après, il y a les élèves qui apprennent, qui se réalisent. Et là, l'espoir, il vient, j'ai envie de le dire, un peu de l'UPSTI, les Olympiades des sciences de l'ingénieur. Enfin, ça donne à voir des projets des élèves qui sont des sources d'inspiration pour les collègues de technologie au collège, qui montrent ce que peut être l'enseignement de la technologie au lycée, parce qu'on nous dit il n'y a plus de techno au lycée. Alors j'ai regardé, il n'y a pas écrit technologie, il y a écrit SNT. Alors il faut leur expliquer que la SNT, ça peut être la continuité. Et finalement, on reprend les vidéos des Olympiades et on essaye de leur montrer. Alors tout le monde ne le fait pas, malheureusement, hein, tous les enseignants ne le font pas, mais je pense qu'il est là l'espoir de voir les élèves se réaliser, se faire plaisir dans les projets qu'ils font, y trouver du sens. Et après, quand les élèves reviennent en nous disant je suis prof de technologie ou je suis ingénieur, là on pense qu'on a gagné et on garde ça précieusement en se disant que ça a servi à quelque chose finalement. Mais c'est vrai que ça reste des petits moments de plaisir et de recherche. Mais bon, on y croit, hein, de toute façon, on est obligé, on est condamné à y croire. Pour apporter un petit commentaire différent, en essayant de replacer dans une perspective un peu plus long terme de l'enseignement technique, il faut voir que dans les années 50, 60, l'enseignement technique était assuré sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce et pas de l'Éducation nationale. C'était organisé dans des écoles nationales professionnelles, des écoles qui avaient une autonomie, qui avaient un recrutement sélectif. Alors, il n'y avait pas que les écoles nationales professionnelles, il y avait d'autres ESCI, je crois. Bon, bref, je connais plus très bien les sigles. Jusqu'au moment où on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'élites qui allaient dans ces écoles qui étaient très prisées, très sélectives, et qui échappaient au cursus collège classique. Et donc, avec la promesse de donner un bac maths et technique, voire après, quelques années plus tard, un bac technique, à ces écoles qui avaient un dispositif différent, on a tout intégré à l'éducation nationale, et finalement, en 50 ans,
le système du ministère de l'Éducation nationale a digéré les enseignements techniques au point qu'on en vienne actuellement à avoir complètement fait disparaître le bac maths et technique qui est devenu le bac E, puis le bac S, option SI, puis la spécialité SI aujourd'hui qui est réduite finalement en termes d'horaire et d'impact au niveau des élèves à son strict minimum. Donc moi, je me demande, moi maintenant, si on n'aurait pas intérêt, comme l'école des ponts et l'école des mines, à rebasculer sur le ministère de l'Industrie et du Commerce pour avoir une vraie réponse aux attentes des industriels, indépendamment des politiques de l'éducation nationale. J'avoue, c'est une bonne question. J'ai pas de réponse. Je partage ton avis, Marc. Pas forcément. Alors, deux éléments. Il y a d'autres pays, on travaille beaucoup avec l'Afrique, et ils ont un ministère de l'éducation nationale générale, on va dire, et un ministère de l'enseignement technique. Ouais. Donc, c'est pas forcément le ministère de l'Industrie, ouais. Mais ça peut être un ministère d'enseignement technique. D'ailleurs, ça existait aussi en France. Ouais. Après, pour faire le... Pardon, je pensais juste... Oui, pour l'industrie. Le lien avec le ministère de l'Industrie. Juste avant la présentation du consortium Software République, en fait, les industriels, ils n'ont pas conscience de ça. Partout où on va, on rencontre quasiment 2 ou 3 fois par semaine des industriels, que ça aille de la TPE jusqu'à la multinationale. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde de l'éducation. Quand on leur dit que les viviers de recrutement pour les profils scientifiques, on est passé de 193 000 à 78 000, enfin encore tout à l'heure, quand les 2 dames sont sorties là, il y avait une des 2 qui n'était pas du tout au courant. Sophie Dumas était au courant parce qu'on avait discuté, mais quand je lui ai dit, elle m'a dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais si, c'est simple, les fichiers sont disponibles pour tout le monde, il faut juste faire une somme entre 3 nombres. C'est quand même pas compliqué quand même. Et en fait, ils n'ont absolument pas conscience de ça. Et pour donc l'industrie, pourquoi pas, mais je suis pas sûr qu'ils soient sensibles à ça. Alors, oui. Alors, 10 000 oui. Sauf que ça dépasse le cadre de là, mais l'industrie, elle a à la fois pas conscience et à la fois conscience des choses. Elle a pas conscience de ce qui se passe, mais elle sait beaucoup plus vite évoluer que notre système éducatif français. Et du coup, ils vont mettre en place, et ils commencent déjà à mettre en place les formations, totalement indépendamment du système éducatif français. Et là, consortium Software République, c'est ce qu'ils vont faire. Ils commencent à créer leurs écoles à l'intérieur. Et ils iront nous les prendre en sortant du lycée. Ouais. Donc, mais en même temps, vis-à-vis du monde politique français, c'est tout bénef. Ils n'ont pas à écrire de programme, ils n'ont pas à payer des profs, ils n'ont pas à payer du matériel, c'est les entreprises qui vont le faire. Ouais. C'est ça. Ben, je crains que ce soit ça. Je crains que ce soit ça. Donc à la fois, ils n'en ont pas conscience, mais en même temps, ils ont un peu devancé les choses en se disant, finalement, est-ce qu'on n'est pas capable, nous, de les former? Alors ils vont les former très spécifiquement à un métier, mais puisque de toute façon, après, il y a les formations continues dans les entreprises, les VAE, etc., ils arriveront de toute façon à capter les gens. Donc, oui, ministère de l'Industrie, oui, mais au final... c'est comme les entreprises qui vont faire. Et ça ne dépendra plus du système éducatif national, au sens large du terme. Donc, moi j'ai plus de crainte vis-à-vis de ça, que finalement, une partie des sciences et de la technologie, au sens où nous, on la voit et on l'enseigne, ça soit finalement à terme les entreprises qui le fassent. Et la réforme de la voie professionnelle, on n'en est pas si loin.
c'est envisageable. Je pense que c'est une bonne idée. Encore merci Rodolphe pour ta Merci à tous, présentation merci. et tout ce que tu fais. Merci.